Si j'écris, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais si je lis et si je dis à voix haute, je sais que ça vient vraiment, vraiment de l'enfance, avec cette habitude des histoires racontées, des histoires enregistrées, principalement ma mère, qui ne se rappelle même pas qu'elle me racontait des histoires, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais juste commencer par un tout petit texte qui se trouve maintenant dans un livre. Alors, il est peut-être à l'envers, comme ça, je vous le remontrerai, ne vous inquiétez pas. C'est un livre qu'on ne peut pas trouver en... Enfin, si, on peut le trouver en librairie, mais on ne peut pas le trouver dans le commerce en général. C'est un livre qu'on a fait tous les deux avec un autre auteur qui s'appelle Benoît Broyard, qui est plus grand sur le dessin, ce que je ne comprends pas parce qu'on est à peu près de la même taille, mais bon, ça on va laisser passer, c'est pas grave. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Entre les lignes. On a eu la chance de faire une résidence d'écriture où on pouvait tous les deux prendre des phrases des livres de l'autre, des phrases qu'on aimait, et que ces phrases-là nous permettent d'écrire un texte. Voilà. Et moi, j'avais gardé une phrase de Benoît Broyard. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. N'hésitez pas. Alors c'est souvent bien costaud ce qu'il écrit, mais il a notamment un titre qui s'appelle Ma mère est une sirène, dans une collection qu'avait créée Thierry Lenain chez Oscar Éditeur. Et dans ce livre-là, il y a une phrase-là qui m'a marqué, c'est « La voix de sa mère reste sans doute coincée dans l'eau. Elle n'est pas assez puissante pour arriver jusqu'à lui. » Et voilà le tout petit texte que m'a inspiré sa phrase. Je ne sais pas si tu te souviens, je n'avais pas encore de sœur et les rideaux de ma chambre portaient des ancres et des grandes roues de bateaux pirates. C'était un troisième étage peut-être, enfin c'était très haut. Pourtant j'étais persuadé que King Kong passerait son bras gigantesque par la fenêtre pour me capturer pendant la sieste. Ça, rien de plus facile pour lui. Il l'avait déjà fait quelques jours auparavant dans une des publicités pour les chaussures André au cinéma, avant le livre de la jungle. Alors je me refusais à dormir. Pas véritablement parce que je pensais être trop grand, non, mais pour lutter jusqu'au bout. Je ne voulais pas finir mon après-midi dans un sac à chaussures. Pas avant d'avoir atteint l'heure du goûter. Par 2 fois, je m'étais déjà électrocuté un peu. La première fois pour courir plus vite, enfin pour avoir un pouvoir qui ressemble à ça, très pratique. La seconde, en voulant épater la voisine, tellement fière de ma nouvelle lampe de bureau en fer, qui avait un faux contact. Et ça, je l'ai compris aussitôt face à elle. Papa partait souvent pour ses voyages de boulot, et moi, je suppose qu'on passait tous nos moments de journée sans école ensemble, à écouter des disques dans un engin qui les mangeait vraiment, ceux d'une chanteuse qui chante encore aujourd'hui, à faire des gâteaux marbrés comme sur la recette, à te taper sur les nerfs aussi fort que sur mon établi en bois. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était orange dans ma chambre, un espace immense, un lever de soleil perpétuel sur le calendrier des jours. Et puis, il y a eu cette cassette blanche avec 2 étiquettes, face A, face B, au feutre qui ne s'efface pas, pour mon anniversaire. Je n'ai jamais manqué d'histoire dans les coffres de ma chambre. Là, il y en avait 5 nouvelles sur la bande. Je me suis installé dans mon lit. J'ai appuyé sur les boutons pour que ça démarre. Il y avait bien 5 histoires sur la cassette blanche et c'est toi qui les racontais. Ta voix n'a pas changé quand tu parles de ce que tu aimes. Plus tard, il y aurait des kilomètres de dimanche matin, 2 sœurs, la joie maligne d'être réveillé le premier, le silence dans la maison, et toujours sous la couette, le moment des histoires sur cassette. Plus tard encore, mon écriture à voix haute, les lectures, beaucoup, et je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis entré dans les mots par cette porte-là, le plaisir de ta voix. Voilà, c'est un tout petit texte que j'avais écrit pour ma maman, bien sûr. Alors, très honnêtement, qui s'en rappelle pas du tout, du tout, du tout. Donc, même mes sœurs, elles ne se rappellent. J'ai donc 2 sœurs qui ne se rappellent pas du tout d'avoir eu
ces histoires enregistrées ou même des histoires, voilà. Il y a aussi dans ce petit texte-là quelqu'un dont je parle, une chanteuse qui chante encore toujours. Alors ça, je bassine tellement tout le monde avec cette chanteuse que peut-être certaines sont déjà au courant, puisque c'est Anne Sylvestre quand même. Anne Sylvestre avec les fabulettes. Je veux dire, moi, tout est né de là, quoi. C'est obligé. Voilà, les fabulettes, ma mère qui racontait, et puis l'écriture. Mais voilà, donc du coup, je suis venu à l'écriture vraiment par ce plaisir partagé, quoi. Voilà. Après, j'ai fait un peu de théâtre, donc ça m'a conforté dans l'envie de dire les choses. Et le premier livre, ce premier texte-là, ce sont des comptines. Hein, je connaissais la collection, c'est-à-dire que vers 20 ans, j'étais un gros lecteur de livres pour les enfants. J'avais pas encore d'enfants moi, mais c'est quelque chose qui me fascinait parce que je trouvais que bon, c'était coloré, c'était court pour les albums et tout était dit en fait dans très peu de pages. Donc ça m'épatait. Et quand je me suis aperçu qu'en tant qu'adulte, j'avais les mêmes émotions que si j'avais lu un livre pour les grands entre guillemets, je trouvais ça très positif pour ma suite d'écriture, en fait. Voilà. C'était aussi le moment, vous savez, où commençait à écrire Daniel Pénac pour les enfants, en fait. Il avait sorti Camo, la série des Camos. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la série des Camos, c'est extraordinaire. Ça doit compter 4 titres à peu près. Un garçon un peu à la petit Nicolas et qui, voilà, Camo et l'agence Babel, Camo et l'idée du siècle. C'est vraiment très chouette. Donc ça, j'étais à la fac. Bref, j'ai écrit plusieurs textes, mais ce livre-là, cette série de comptines, je l'ai écrit spécialement en pensant à Actes Sud. Je l'ai envoyé par la poste, aussi bêtement que ça. Il n'y avait bien sûr pas du tout les illustrations. Et un jour, on est au Festival d'Avignon, plein été, donc juillet. Euh, on est en camping parce que voilà, hein, on a 20 ans, pas beaucoup de sous. Et du coup, c'est la grande époque où on pouvait appeler notre répondeur par téléphone, mais pas par téléphone portable. Je n'en avais pas. Donc, je vais à la cabine téléphonique du camping, très honnêtement en maillot de bain. Et là, j'écoute mon répondeur et j'entends Madeleine Toby, éditrice des éditions Actes Sud, veut mettre une option ferme sur votre manuscrit. Et alors moi, option ferme, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Donc je suis revenu en courant auprès de la mère de mes filles en lui disant, mais à mon amoureuse, je lui dis, mais c'est option ferme, ça veut dire oui, ça veut dire non, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Et elle, qui est professeure de français, savait les choses. Et donc elle m'a dit, option ferme, ça veut dire oui. Et voilà comment est né ce livre-là, presque dans une cabine téléphonique et en maillot de bain. Et donc oui, je me disais qu'au bout de 22 ans, je sais pas, ça doit faire à peu près 80 livres de publiés, j'imagine. Et à la fois pour les petits, les moyens, les grands, beaucoup de livres qui n'existent plus, malheureusement. Vous savez comment marche l'édition, hein, et ça va marcher à mon avis de plus en plus mal, entre guillemets, c'est-à-dire que si un livre ne se vend pas, on est d'accord que là où avant le livre était comment dire gardé dans les stocks, aujourd'hui le stock coûte tellement trop cher qu'on préfère pilonner, détruire et refabriquer peut-être après si jamais. Bon, enfin bon, si on pilonne, à mon avis, on l'a plus jamais. Et donc voilà, donc on a à la fois des livres pour les tout petits. Voilà, ça c'est aussi un des premiers. Peut-être que certains l'ont vu passer. Ça s'appelle donc la rentrée de la petite sorcière. C'est publié chez Bayard. Alors ça, c'est quasiment mon deuxième livre. Et là où je suis vraiment ému, autant le premier n'existe plus, autant celui-ci existe encore. Mais il vient d'être refait d'ailleurs sous cette forme-là. La petite sorcière, hein, qui est donc tout bêtement une histoire de rentrée de petite sorcière. Tout est dans le titre. Nos éditeurs sont fabuleux. Le titre n'est pas de moi, il a été trouvé par l'éditrice. Et c'est vrai que souvent, je m'amuse à dire aux enfants, alors à votre avis, de quoi va parler cette histoire? Et ça ne loupe pas. Les enfants me disent, c'est l'histoire d'une sorcière, et puis c'est sa rentrée. Ben voilà, c'est ça. C'est la rentrée de la petite sorcière, bravo. Ce qui fait que depuis ce livre-là, qui est mon deuxième, j'ai essayé de faire des titres plus, sans doute un petit peu plus mystérieux. Un titre où on a besoin de se poser des questions. Voilà. Ce livre-là, il existe toujours. Et c'est assez émouvant, c'est même parfaitement émouvant,
quand des maîtresses s'en emparent, quand des maîtres s'en emparent et que les enfants l'ont vu parce que c'est le livre qui dure depuis le plus longtemps. Je vais vous montrer un album qui n'existe plus, mais qui reste quand même ma carte d'identité. Voilà, qui s'appelait donc Sables émouvants. Alors c'est vrai que le PowerPoint permettrait de vous le montrer sans doute mieux, mais ce livre-là, il était publié chez Milan. Voilà, les éditions Milan, illustré par Éric Battu. C'est un livre clairement, par exemple, qui c'est l'histoire d'un petit garçon qui va tous les jours sur son mur de pierre. Voilà, son mur de pierre se trouve dans le désert. Et en fait, il va dans ce désert pour parler à quelqu'un qui n'est pas là, à quelqu'un voilà, qui n'est plus là, par extension à quelqu'un qui est mort, en fait. Et il ne le sait pas. Il ne sait pas parce que ses parents ne lui ont pas dit. Et lui, il est persuadé que la personne va revenir. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin à cette personne, mais tu sais, il faudrait que tu reviennes vite quand même, parce qu'un jour, il sera peut-être trop tard. Peut-être qu'un jour, bah, j'aurai grandi. Voilà. Bon, bah, ce livre-là, clairement, qui est un album, hein, c'est mon premier format album. À partir du moment où je suis fasciné par le monde de l'illustration, quand on m'a dit que c'était Éric Battu, que vous connaissez sans doute, qui allait illustrer, j'étais tout à fait partant. Voilà. Ce livre-là, je ne sais pas à partir de quel âge on peut le lire. J'ai été bluffé. Finalement, c'est souvent les enfants qui nous disent, ou les maîtresses ou les maîtres, qui nous disent, voilà, quand j'ai rencontré des maternelles qui l'avaient lu, enfin, qui l'avaient écouté, ça m'avait bluffé parce que je m'étais dit naïvement la disparition, l'absence. Et en fait, non. Ce livre-là, par exemple, bon, j'ai très envie qu'il réexiste, hein, donc je ne sais pas comment je ferai, mais je vais essayer de le faire rééditer. Ce livre-là, qui est donc sur l'absence, principalement, la première fois où on m'en a parlé, c'était dans dans une conférence d'une dame une spécialiste de la littérature jeunesse, et qui avait dit que c'était un livre résistant. Alors là aussi, n'y connaissant pas grand-chose, quand on m'avait dit que votre livre il est résistant, j'étais persuadé que c'était négatif, moi, que c'était pas bien, en fait. Et non, au contraire, résistance, ça veut dire que il se donne pas tout de suite. On est obligé de le relire, de réfléchir. Sables émouvants, rien que le titre déjà étonne beaucoup. Celui-ci, pareil, une correspondance amoureuse pendant une semaine, des lettres. Tiens, je vais vous lire la première page, vous allez voir. Clairement, qui peut aller pour tous les âges. Hein. Voilà comment ça commence, ce rendez-vous n'importe où. Mademoiselle, rendez-vous lundi en neige quand il fera tout blanc. Je serai debout devant la fontaine gelée, très facile à reconnaître avec mon écharpe rouge, vraiment rouge. PS, je vous jure que c'est très sérieux, cette lettre. Monsieur, pour le lundi des flocons, je crois que c'est très possible. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire dans mes feuilles de rendez-vous. Enfin, pas trop de choses aussi sérieuses que vous. Allez, c'est d'accord. PS, je vous reconnaîtrai, c'est sûr. Et pendant toute une semaine entière, ce monsieur et cette mademoiselle vont s'écrire des lettres. Alors effectivement, des lettres, pas des factures d'électricité, mais des lettres d'amour. Voilà, avec aussi un décompte des jours, mais un décompte des jours poétiques. On est mardi en pluie. Lui, lui répond mardi de goutte. On est mercredi en charivari, jeudi en grêle, etc., etc. Là, clairement, pour moi, c'est une histoire pour les un peu plus grands. Et en fait, pareil, les enfants de 3 ans s'en étaient emparés. Et parce que c'est une histoire d'amour et qu'il n'y a pas d'âge en fait pour raconter une histoire d'amour. Donc voilà, pour les âges, en tout cas, j'avoue que personnellement, à l'écriture, je n'y pense pas du tout. Je ne me dis pas, ah tiens, je suis en train de faire enfin, je sais quand je fais une histoire pour les petits, je sais quand je fais une histoire pour les ados, bien sûr. Mais j'espère que ça pourra couvrir le plus grand nombre possible. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, on me fait très souvent venir dans les lycées et les collèges, alors que je n'écris pas beaucoup pour les lycées et pour les collèges, sauf que j'écris très court. Et on me fait beaucoup venir, par exemple, dans les lycées professionnels, où la plupart du temps, ils n'aiment pas trop lire,
voire pas du tout. Et j'adore énormément rencontrer ces enfants, ces ados-là, parce que je peux leur lire exactement ce livre-là, sans aucun problème. Je peux leur lire le livre sur la mort, sans aucun problème. Voilà. On va faire un petit panel des maisons d'édition, comme ça va vous montrer. Les éditions du Pourquoi pas, que vous voyez à l'écran, c'est une des dernières maisons d'édition avec qui je travaille, très engagée. Voilà, vous voyez à l'écran, je pense, un livre qui s'appelle Dans un brouillard de poche, qui est vraiment, pour le coup, le tout dernier. Je vous ai montré mon premier livre, Contine au long des rues. Dans un brouillard de poche, c'est vraiment le tout dernier. Voilà. Je vous en reparlerai parce que peut-être pour certaines et certains qui travaillent avec les plus grands, il y a moyen d'en faire quelque chose. Les éditions du Pourquoi pas, vraiment, si vous avez l'occasion, ils n'écrivent pas que pour les grands, ils écrivent aussi pour les petits. Hein. Ils ont toute une collection qui s'appelle Faire Société. Faire Société, ce sont des livres avec deux histoires qui se répondent, un peu à la manière du Rouergue d'ailleurs, on en reparlera, et qui, comme son nom l'indique, Faire Société aborde tous les sujets de société, voilà, toutes les grandes questions de société. Ils viennent de lancer aussi une collection sur l'écologie qui s'appelle Pourquoi pas la Terre. Donc vraiment un éditeur à suivre, je pense, qui lui est complètement diffusé dans les librairies, hein, pas de problème. La suite, par exemple, des livres que j'ai fait au Pourquoi pas, un livre donc qui s'appelle en bas, vous le voyez peut-être, La vie encore, qui est sur la guerre 14-18. Voilà. Mais en fait, ça fait quelques années que j'ai cette grande chance-là, alors à la fois qu'on m'invite un peu partout, mais surtout aussi auprès des éditeurs qu'on me demande des choses. Là, on m'avait demandé justement ce texte qui s'appelle La vie encore, on m'avait demandé d'écrire sur la guerre 14-18, et comme je suis pas très, comment dire, je suis pas très à l'aise avec les commandes, je trouve que c'est compliqué quand il y a une notion d'imposer un peu quelque chose, et j'avais un peu refusé parce que c'est pareil, vous le savez mieux que moi, il y a un nombre de livres pour les enfants sur 14-18 et sur la guerre, c'est impressionnant. Et je ne savais pas trop quoi dire de plus. Donc, et en fait, ils m'ont donné carte blanche. J'ai pu faire ce texte-là, qui est plus une grande allégorie sur la guerre en général. Et d'ailleurs, c'est la guerre qui parle du début jusqu'à la fin. De toute façon, ce petit PDF, je le donnerai, je le mailerai à Magali et Cécile, et vous pourrez sans doute le récupérer d'une manière ou d'une autre. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va faire vite fait un petit parcours, hein, comme ça vous verrez. Comme ça, en plus, vous les voyez. Il y a à la fois là, par exemple, clairement, c'est un album. C'est un album très récent, d'ailleurs, ouais, juin 2019, aux éditions Élan Vert, avec un partenariat avec Canopée. Euh, c'est un livre, en fait, peut-être vous connaissez cette collection. On donne à un auteur ou à un illustrateur soit une photo, soit un tableau, enfin une œuvre d'art. Et à charge à l'auteur d'écrire sur cette œuvre d'art. Là, en l'occurrence, c'est une danseuse qui s'appelait Loïc Fuller. Peut-être vous en aviez entendu parler. Je vous remontrerai la photo. Là, je ne l'ai pas comme ça sur le PDF, mais je vais vous la remontrer, la photo. Voilà, une danseuse. Et donc, ça m'a permis de, comme l'éditrice avait bien compris que j'aimais à la fois le féminisme, la danse, elle a dû juger bon que c'était quelque chose qui pourrait me plaire. On va continuer un petit peu comme ça, un petit panel, un petit balayage. Encore un album assez récent qui s'appelle donc 7 jours et après. Alors, vous ne le voyez pas sur l'image, mais bon sang pour ce livre-là, il faut des lunettes de soleil parce que tout ce qui est jaune à l'écran, c'est en fait une pellicule dorée. Voilà. C'est un livre aussi qu'on m'a commandé. C'est l'illustratrice là, qui est venue vers moi, qui s'appelle donc Anne-Laure Parot. Anne-Laure Parot, elle a fait beaucoup de livres. Elle a fait notamment une série très connue à partir des petites poupées japonaises qu'on appelle des kokeshi. Et ça, c'était chez Milan. Et là, c'est elle qui avait fait, en fait, je vous montrerai l'album tout à l'heure, et puis je vous montrerai les images à l'intérieur qui sont vraiment très, très belles. Des images, en fait, qui parcourent la création du monde, en fait. Et alors, quand on m'a proposé de réécrire la création du monde, j'ai dit non. Non, parce que je trouvais ça très compliqué. Je pense que ça a été déjà fait avant aussi. Et puis là, pareil, on m'a mis entre les mains quelque chose de plus intéressant. C'était de réécrire la création du monde sans prononcer le mot Dieu. Donc, vous voyez, la plupart du temps, il y a quand même un livre chez un éditeur. De plus en plus, c'est un peu ça pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a plein de petits éditeurs qui m'appellent et très gentiment. Et donc, ça fait un livre chez eux. On est chez un autre petit éditeur. Alors là, je le défends aussi bec et ongle. Ce sont les éditions À pas de loup, vous le voyez,
où pour l'instant j'y ai fait 2 albums, donc Sans elle. Sans elle, je suis ravi parce que c'est la réimpression, enfin pas la réimpression, la republication d'un texte qui est déjà ancien, qui n'existait plus, qui s'appelait aussi Sans elle, et là qui a été réillustré par une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Cécile. Et c'est un livre, en plus, là on ne le voit pas, mais c'est un livre assez long, il est très élégant, il est très très beau. L'histoire d'un garçon qui, un soir de tempête, un soir de tornade, se fait kidnapper les 3 étoiles qu'il avait au-dessus de sa tête, qui étaient son petit trésor en fait. Et cette tornade lui emporte ses étoiles et, euh, et il va partir à leur recherche. Mais évidemment, quand on retrouve les choses qui ont disparu, elles sont plus tout à fait comme avant. Et ça va lui forcer, lui, à changer. À côté de ce livre-là, vous voyez un autre livre qui s'appelle donc Cadeau. Et peut-être que vous reconnaissez l'illustrateur, c'est Éric Battus, c'est donc celui de Sables et Mouvants. Et là, pareil, drôle d'aventure. Cadeau parle d'un sujet que personnellement, je pense, j'aurais jamais eu l'idée de traiter, puisqu'il parle de l'esclavage, il parle de la ségrégation pour les petits. Hein, on peut le lire à partir de ces 2 livres-là, Sans elle et Cadeau, on peut les lire à partir du CP de 6 ans. Sans elle, peut-être même un petit peu avant. Et en fait, là, Éric Battu avait fait tous les dessins, il avait écrit un texte, mais le texte a été refusé. Et en fait, l'éditeur, l'éditrice a dit, en gros, bah, faudrait qu'on trouve un auteur, et très gentiment, ils ont pensé à moi. Donc, vous voyez, c'est aussi la chance qu'on a en tant qu'auteur, c'est de sortir un peu de sentier battu et de peut-être, encore une fois, aller vers des terrains que moi, je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Et les retours avec les enfants sur ce livre-là sont vraiment très, très forts. L'histoire d'un petit garçon qui, effectivement, euh, vit dans un village africain tout à fait typique. Quand je montre l'image, les enfants pensent que c'est Kirikou, mais oui, c'est un petit village africain à l'ancienne en fait. Et en fait, bah, les Blancs vont arriver, vont brûler son pays, vont tuer la plupart des habitants. C'est à ce moment-là que lui va être séparé de ses parents et va être emmené sur un grand bateau pour aller, pour devenir en fait le cadeau de la reine d'un autre pays. Et lui, quand il entend cadeau, c'est un peu comme ça qu'il l'imagine. Il sait que c'est important un cadeau, mais voilà. Et la reine va l'aimer beaucoup, ce petit garçon, qui va devenir son petit valet, jusqu'au moment où la reine va mourir. Parce que ce petit garçon ne sait dire que 3 mots qu'on lui a appris sur le bateau. Il sait dire oui, votre majesté, d'accord, votre majesté, et tout de suite, votre majesté. On lui apprend les mots essentiels pour devenir un petit esclave, un petit valet. Et en fait, le jour où la reine va mourir, elle va prendre la main de ce petit garçon et elle lui dit, tu sais, je vais mourir, mon petit valet. Et lui, il n'a pas d'autre mot que de dire, tout de suite, votre majesté. Et la reine meurt. Et de ce fait, là où il était le petit préféré, la cour et les autres vont en faire un diable, un petit diable, parce que tout le monde va penser que c'est de sa faute. En fait. Et le livre tend vers la liberté de ce petit garçon qui va partir. Donc, à pas de loup, n'hésitez pas à aller voir, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les éditions Notary, et ben là encore, un livre qui n'existait plus, une somme de souvenirs, qui ne s'appelait pas comme ça, puisqu'il s'appelait Monsieur Wilson. Et, et, euh, et moi, je suis en ce moment au bout de 22 ans, dans un moment où je me dis que, ok, j'aime écrire. Ce confinement m'a permis d'ailleurs d'avoir un rythme d'écriture que je n'avais plus à force des déplacements. Sauf que il y a des textes qui n'existent plus et qui me manquent. Une somme de souvenirs en faisait partie, beaucoup. C'est l'histoire d'un grand-père, d'un vieux monsieur, non, d'un grand-père, on va pas dire un vieux monsieur, d'un grand-père, qui lors d'une grande braderie dans la rue de son village, a décidé de vendre tous les souvenirs qu'il avait en double, enfin qu'il avait surtout avec sa femme qui est morte depuis 8 ans. Tout ça a l'air un peu plombé, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et en fait, il a décidé de vendre tous ses souvenirs parce que il part de cette phrase qu'il dit: à quoi sert de les conserver si trop de souvenirs vous empêchent de dormir? Et voilà. Et la vente va marcher du feu de Dieu. Tous les souvenirs sont racontés au présent. Il en retrouve certains dont il ne se rappelait plus. Un souvenir de tango, un souvenir de désert, justement encore. Et jusqu'au moment où sa petite fille va venir,
elle devait l'aider pour la vente, pour la braderie. Et en fait, elle a été retardée et elle ne sait pas ce qu'il a vendu. Elle ne sait pas ce que son grand-père a vendu. Et en fait, son grand-père finit par lui dire, j'ai vendu les souvenirs que j'avais avec ta grand-mère. Et là, la petite fille se pose devant lui en disant, avec qui? Et le grand-père va répéter, avec ta grand-mère. Et là, la petite fille va dire, je ne connais pas. Et là, le grand-père va s'apercevoir de l'énorme bêtise qu'il a faite en vendant ses souvenirs. C'est-à-dire qu'en vendant ces souvenirs-là, bien sûr qu'il en prive sa petite fille. Et que, bon ou mauvais souvenir, il n'a pas le droit de la priver de ça. Elle en fera ce qu'elle veut, elle. Des pavés pour ses routes, des barricades de révolution, etc., etc. Et les histoires sont bien faites. Tous les deux retrouvent un tout petit souvenir chiffonné qui est en fait le premier souvenir. Voilà. Donc moi, je suis un peu en ce moment, voilà, dans cette veine-là, d'avoir envie que certains de mes textes, que en fait, très honnêtement, je les réécrirais pas du tout différemment, en fait. Ce livre-là, quand il est ressorti là en 2018, je n'y avais pas touché une seule virgule. Je peux le faire, hein, ça ne me gêne pas de retravailler, mais c'est des textes d'album, et le texte d'album, ben, vous le voyez quand vous les lisez. Très souvent, un texte d'album, il est court, il est ciselé, il est concis, tout y est, en très peu de mots. C'est vraiment pour moi comme un petit puzzle qu'on assemble à l'inverse d'un roman où en fait on a tout son temps pour raconter. Voilà. Donc là, tout est à sa place et ça prend beaucoup de temps. Je me rappelle une somme de souvenirs. J'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps pour l'écrire alors qu'il est, vous le lisez en 10 minutes. Voilà. Voilà, on continue. Alors sur des livres un petit peu plus jeunes, un seul livre aux éditions Mango puisqu'il est assez récent, une petite collection de romans graphiques. On est dans une tendance de bande dessinée, mais vous voyez, il y a marqué roman dessiné. C'est une première lecture, mais avec des petits moments de bande dessinée. Voilà. C'est une super collection qu'a créée une auteure que vous avez peut-être déjà rencontrée qui s'appelle Séverine Vidal. Séverine Vidal qui a écrit beaucoup de romans, beaucoup de... Voilà. Alors, c'est une tellement belle collection. Vous voyez, c'est sorti au printemps 2019. Elle est tellement bien, cette collection, que l'éditeur l'arrête. Et oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à en vendre suffisamment en très peu de temps. Et en fait, on est dans ce moment-là où en fait, les livres n'ont même plus le temps de... Voilà. Donc, ils arrêtent la collection. Ils n'arrêtent pas de la diffuser, ceux qui ont été faits, mais ils n'en refabriquent pas d'autres, en fait. Voilà. Voilà, dans ma maison, on est plus sur de la poésie. Chez encore une fois un tout petit éditeur que j'aime énormément. Je viens de créer une lecture à partir d'un livre qui doit sortir chez cet éditeur-là, le livre s'appellera Par le temps qui court. En fait, là aussi, c'est un grand cadeau d'auteur. Moi, j'ai toujours rêvé d'être illustré pour le même texte par plein d'illustrateurs différents, parce que je suis sûr que des illustratrices, des illustrateurs qui s'emparent du même texte en feront bien sûr quelque chose de très très différent. Ce livre-là, dans ma maison, alors, ce livre-là, dans ma maison, clairement, il est soit pour si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont architectes, soit pour les pendaisons de crémaillère, soit, bon, bref. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a que des maisons, justement, des maisons originales faites et illustrées par 76, vous le voyez, illustratrices et illustrateurs. Et moi, j'ai fait un petit texte poétique à chacune de ces maisons. Donc, on est encore sur une autre forme d'écriture, en fait. Moi, c'est ça qui m'amuse. C'est vraiment ça qui me plaît le plus. Notre éditeur, les éditions Frimousse, un texte dans une collection qui s'appelle Les questions philosophiques. C'est difficile d'estampiller un livre, un âge. Je trouve que c'est assez compliqué, moi, de mettre des collections comme ça, vous voyez, philosophiques. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre de ce que j'ai fait, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, avec l'illustratrice de Sans elle, que vous avez vu tout à l'heure. Ce livre-là, clairement, ce texte-là, il m'a été refusé, mais je pense pendant 10 ans, 15 ans à peu près. Personne n'en a voulu. Parce qu'en fait, en tant qu'auteur, je me suis amusé à faire, vous voyez les deux petits personnages qu'on voit sur la couverture, pendant tout le livre, ils marchent. C'est une petite balade. Et pendant tout le livre, le plus grand personnage soliloque, il monologue pendant tout le truc, il raconte une histoire qui n'a aucun intérêt. J'ai écrit en fait un texte qui n'a aucun intérêt en soi. Parce qu'en fait, le grand intérêt de l'histoire, c'est que le tout petit qui est juste à côté, pendant leur promenade, il va voir à chaque page quelque chose d'extraordinaire dans la vie de tous les jours. Un petit drame du quotidien,
Là où l'autre lui raconte une histoire de dragon extraordinaire, lui, il va voir des choses en vrai. Et il va voir justement plein de petits drames comme ça, et il n'aura la possibilité de dire et de montrer à l'autre que, hé, regarde. Et l'autre se retournera en disant, ouais, t'inquiète, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un pour l'aider. Et ça va être ça tout le temps. À chaque drame, l'autre lui dira, ouais, t'inquiète, il y aura quelqu'un. Jusqu'à la fin du livre où le petit se fait vraiment emmener par un dragon, l'autre ne se retourne même plus, le petit a juste le temps de crier hey! Et l'autre, sans se retourner, dira ouais, mais t'inquiète, il y aura quelqu'un. Sauf que quelques pas plus loin, lui tombe dans un trou, et là, sa dernière petite phrase à lui, c'est il y a quelqu'un. Et ça s'arrête là. Et alors, c'est vrai que cet album-là, par exemple, qui est pas facile à lire, mais avec les images, bien sûr, c'est très aidé. Ce livre-là, j'ai eu beaucoup de très très jolis débats avec les enfants après. Et là, bon, c'est vrai que là, dans ce livre-là, vous l'aurez compris, c'est bah voilà, l'entraide, c'est bah oui, si on n'est pas là pour les autres, il y aura peut-être personne pour nous. Alors bon, je veux pas que ce soit aussi moralisateur, hein, j'espère, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans les livres pour les enfants quand il y a une morale, enfin, quand c'est moralisateur, donc voilà. Alors, par exemple, celui-ci, là, sur le 7 jours et après, sur la création du monde, j'ai essayé d'y enlever l'aspect religieux, puisque c'était ce qu'on me demandait. Donc, je suis parti très clairement de la création, tout simplement. Sauf que j'ai gardé les 7 jours d'une certaine création originelle. Voilà. Je vais vous lire juste ce tout petit passage-là. Souvent, je garde les yeux serrés, fermés très fort. J'ai une feuille de papier sous mes doigts, du vide tout autour et des milliers d'idées qui flottent. Parce qu'à chaque début de l'histoire, tous les secrets sont endormis, en toute liberté. Souvent, je garde les yeux serrés, pourtant, aujourd'hui, je me dis, il faut de la lumière maintenant. Aussitôt, j'ouvre mes yeux, tout grands. Et la lumière est là, du jour, de la nuit, du jour, si je veux. C'est donc aussi simple que ça. En vrai, commencer quelque chose, ça fait comme un premier jour. Et voilà, et le texte va continuer comme ça. Alors vous voyez que l'écriture, elle n'est pas si simple que ça malgré tout. C'est pour ça que souvent, je m'aperçois que les albums, même le format album, chez moi, ils ne sont pas pour les tout petits. Après, honnêtement, là, il y a tellement de choses lumineuses dans ce qu'a fait Anne-Laure Parot que je pense qu'on peut le lire quand même à des plus jeunes. Alors, mon grand plaisir avec les collégiens et les lycéens, c'est donc de leur lire des histoires courtes et des albums. Et là, bien sûr, vous l'aurez peut-être compris, mon grand plaisir, c'est de leur dire que ce livre, il est parfaitement pour eux, hein, même à 15 ans ou 16 ans, puisque regardez, hein, on est d'accord? Attention après. Ouais. Ensuite. En fait, ça leur apprend. Bon, alors là, les lycéens, vous aurez compris, ils me regardent un peu désolés en me disant mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, ouais, ok, c'est pour apprendre à compter, c'est très bien. Sauf que quand je leur lis l'histoire, à chaque fin de page, il y a cette petite rengaine comme en vrai, commencer quelque chose, c'est comme un premier jour. Le deuxième jour, c'est en vrai, réfléchir à l'horizon, c'est comme un deuxième jour. Là, c'est sûr, modeler tout un paysage, ça demande bien un troisième jour, etc., jusqu'à la fin. Le livre est vraiment, très honnêtement, il est splendide, vraiment splendide. C'était un vrai bonheur de le faire. Voilà. Il y a une page que j'adore montrer dans les classes et vous allez tout à fait comprendre pourquoi. Parce que la réaction est toujours la même. On se rappelle, hein, on est quand même sur la création. Donc on a eu les planètes, on a eu l'espace, on a eu l'eau, on a eu la terre, on a eu les arbres, on a eu les plantes, on a eu les animaux gentils, on a bien sûr les animaux super méchants et on a les animaux qui peut-être feront courir la terre à leur perte, les humains. Et alors là, vous vous doutez bien que ça ne manque pas, c'est ah, ah, ça ne manque pas, c'est vraiment une réaction de rejet. Alors, avec les plus grands, enfin, quand je dis les plus grands, les CE1, CE2, non, les CM1, pardon. Ouais, bon, bref. Mon grand plaisir, c'est justement de ne pas leur montrer tout de suite et de leur dire qu'il y a clairement une page que je ne peux pas leur montrer. Voilà. Autant je peux la montrer aux enfants de maternelle et de CP, mais eux, les CM, c'est impossible, quoi.
Ouais, bon, ah bon, hein. Et je finis par la montrer, et là, voilà. Et en fait, alors, il y a cette réaction-là que je viens de vous dire, là, un peu de rejet. Et la deuxième réaction, c'est oh là là, mais ils ont beaucoup de cheveux quand même, hein. Et c'est vrai que, voilà. Et moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, en vrai, très honnêtement. Cette image-là, elle a rien de, on est d'accord, hein, elle a absolument rien de dramatique, mais elle est quand même étonnante à bien des égards dans la littérature jeunesse. Elle l'est moins dans la vie de tous les jours où malheureusement, je pense, et on est plusieurs à penser qu'ils sont de plus en plus habitués à voir des choses horribles, en fait, hein, tout simplement, et sur tous les terrains, hein, que ce soit effectivement toutes les guerres, etc. Et puis malheureusement, peut-être aussi pour certains plus jeunes, au niveau de la sexualité, malheureusement. Bon, ce qui n'est absolument pas le propos du livre, hein, donc c'est aussi pour ça que l'image, elle est facile à montrer. Mais c'est pour ça que j'adore aller dans les classes, et pour ces réactions-là. Quand, par exemple, je me rappelle dans Sables émouvants, donc, qui était publié aux éditions Milan, qui est donc une histoire sur la mort, même si je ne dis pas le mot, hein, bien sûr. Quand il y a une petite fille qui a dit moi j'ai compris, hein, c'est son papa qui est mort. Bon, et alors que son papa, on en parle dans le livre. À un moment, le petit garçon dit, tu sais, papa, il m'a dit qu'il ne fallait pas pleurer. Tu sais, maman, elle a dit que... Donc on en parle, donc ça ne peut pas être lui. Et il y a un petit garçon dans la classe qui lui dit, je crois qu'ils étaient en CE1, un petit garçon qui lui dit, mais ça ne peut pas être son papa, ils en parlent dans le livre. Et elle s'est retournée vers le garçon avec des yeux complètement désolés en faisant, mais toi, tu n'as rien compris, hein. Moi, je te parle de son vrai papa. Lui, dans le livre, il ne parle pas de son vrai papa. Moi, je te parle de son vrai papa qui est mort. Et là, vous vous doutez bien qu'en tant qu'auteur, là, je rejoins complètement la pratique de lire et faire lire, qu'il n'y ait pas forcément qu'il n'y ait pas de débat. C'est-à-dire que là, clairement, sur un même texte, il y a 1000 lectures différentes. Et quelle chance on a, quoi. Quelle chance. Sables émouvants, un des plus beaux retours qu'on m'ait fait dessus, c'est une adulte qui est venue lors d'un salon du livre, qui a pris comme ça, il y avait tous mes livres, hein, sur la table, comme pour les salons du livre où vous allez. Et elle a pris le livre, m'a souri, a commencé à le lire. Très bien, parfait. Toc. Je vous lis juste le début, comme ça on sera dans l'ambiance. Tu sais, je crois que le désert est toujours à sa place. Les gens pensent que lorsque les sables se sont endormis, tout est fini. Mais si le vent éternue, le grand désert change de visage, alors le désert est toujours à sa place. Mais tu ne le reconnais pas. Ça, c'est la première page. Elle a continué à lire. Et plus elle lisait, plus elle me regardait. Plus elle lisait, moins elle me regardait. Et moins elle me regardait, plus elle avait les yeux qui commençaient un peu à, se, à se mouiller. Elle a terminé le livre. Elle l'a refermé. Elle l'a pris sous son bras. Elle m'a fait juste un petit geste pour me dire besoin de rien d'autre. Et elle est partie. Donc ça, pour moi, c'était déjà un très, très joli témoignage. Parce que c'était une adulte. Et la suite, c'est que 2 ans après, même salon du livre, une dame arrive et elle me dit, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Je dis, si, madame, je vous reconnais, bien sûr. C'était donc effectivement la dame. Elle me dit, écoutez, je n'ai pas pu vous dire il y a 2 ans pourquoi ce livre m'avait touché, mais et bon. Et elle m'a raconté sa fille de 25 ans qui venait de mourir. Et comme ce livre-là, qui est pour les enfants, hein, en vrai, comme ce livre-là était la voix qu'elle attendait, en fait. Et le beau cadeau a continué, puisque je crois que l'année suivante, même salon du livre, une dame revient en disant, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je dis, si, je me rappelle vraiment bien de vous. Elle dit, écoutez, ma fille donc écrivait, adorait écrire. Elle écrivait pour les enfants, et je lui avais promis que je ferait publier son livre, alors à compte d'auteur. Et voilà. Et depuis le début, je suis persuadé qu'il y a un exemplaire qui vous revient, et je suis venu vous le donner. Et ben, croyez-moi que là, en tant qu'auteur, c'est un tsunami d'émotions. Celui que je vous montre ici, voilà. Donc, qui est celui qui s'appelle La fleur qui me ressemble, et qui donc est à partir de cette danseuse qui s'appelait Loie Fuller. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite dans une grande, grande maison où elle sait que le soir même, il y aura beaucoup d'invités.
beaucoup d'invités qui ne vont pas s'intéresser à elle parce que c'est une enfant. Je ne sais pas si on voit très bien parce que l'image est assez légère. Voilà, c'est la grande maison. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est d'aller cueillir dans la serre de son jardin une des feuilles, des fleurs. Une fleur, comme il y en a beaucoup, mais des fleurs, comme elle dit, des fleurs qui se ressemblent toutes, bien rangées, étiquetées, câlinées, sans sourire, prisonnières. Un peu comme elle, en fait. Voilà. Et elle vient, elle va cueillir une de ces fleurs, en fait, pour la sauver de cet enfermement. Sauf que quand elle va revenir sur le perron de la maison, il y aura une autre petite fille qui lui ressemble trait pour trait. Elle sait qu'elles vont passer toutes les deux la soirée ensemble. Et c'est pas parce que nos parents ont des amis, enfin ont des enfants, je veux dire, qu'on est obligé d'être les meilleurs amis des enfants des amis de nos parents. Et elle, voilà, c'est la première chose qu'elle se dit. Elle dit, oh, une autre fille, quoi. J'avais autre chose à faire. Sauf que bien sûr, cette fille, elle va avoir une sacrée gouaille et elle va lui poser juste une question. En allant dans leur chambre, elle va lui demander, dis Louise, tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? Que les autres n'entendent pas tout ce que les murs chantent. Et là, cette petite fille qui, elle, a beaucoup d'imagination, elle se dit que cette phrase-là, bah là, ça va forcément débloquer quelque chose. Voilà. Et on retrouve à la fin Loïc Fuller parce qu'elles vont danser toutes les deux, elles vont danser avec les draps du lit et ça va faire des papillons, etc., etc. Ça n'est pas moi qui ai choisi l'illustrateur, c'est lui qui m'a demandé. Il s'appelle Nicolas Lacombe. Tous les dessins du livre ont été faits au scotch. Moi, c'est ça aussi qui me fascine en illustration, c'est que bah, chacun a sa façon de faire différent. On parlait de Régis Lejon avec qui j'ai fait Kodja. Kodja, c'est fait au trait à la main et à l'ordinateur, mais il fait aussi du pastel, Régis Lejon. Là, c'est au scotch, dans le sens où il prend un morceau de scotch, il vient sur un papier cadeau rouge, toujours rouge, et il vient dessiner avec le dos d'un crayon sur le scotch, ce qui fait que ça imprime sous le scotch ce qu'il a voulu garder. Il arrache le scotch et il vient recoller sur une page euh, le bout du dessin qu'il a fait. Et petit à petit, voilà, il va commencer peut-être par faire ce côté de visage, ensuite il va faire un bout de cheveux, et petit à petit, avec le scotch, il va venir coller, 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 et ça va faire le dessin. Après, toutes les imperfections sont enlevées à l'ordinateur. Donc là, par exemple, clairement, c'est l'illustrateur qui m'a demandé de travailler avec lui. Voilà. Alors, Barou, par exemple, on a fait ce livre-là ensemble, donc, qui s'appelle un bond de géant, aux éditions Kilowatt, si je cache l'éditeur. Bon, alors moi j'aime vraiment beaucoup cette couverture, vous voyez. Je trouve en plus il a voulu reproduire un petit peu, vous savez, les pages de ces journaux, je ne sais pas si c'était le Time ou enfin les journaux américains de l'époque, puisque en fait on est le soir du premier pas sur la Lune. Et moi j'ai voulu raconter l'histoire de cette petite fille-là, bon, qui ne va pas clairement sur la Lune, hein, mais qui attend la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, pile le soir du premier pas sur la Lune. Et elle ne comprend pas tout le bazar de l'espace qu'on fait là, parce qu'il y a quand même autre chose de plus important dans sa vie. Et voilà, donc c'est un petit peu ce malentendu, ce qui m'a permis en fait d'aborder sans que ce soit un documentaire. Voilà, de dire tous les mots de l'alunissage, de parler de ce qu'on entend à la télé, de Kennedy, bien sûr, etc. Et à côté de ça, d'avoir un regard d'enfant. Tout est à hauteur de l'enfant, vraiment. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime dans les livres, que ce soit les petits romans et tout, c'est de me mettre au niveau de l'âge pour lequel j'écris, entre guillemets, et de ne pas savoir, de ne pas en savoir plus que ce que mon personnage sait. J'espère que je suis clair, je suis désolé. Hein, mais voilà. Et c'est très souvent pour ça aussi que je n'ai pas de scénario écrit à l'avance. Je commence une histoire et après j'y vais. Et puis il y a plusieurs pistes qui s'offrent. Voilà. Donc Barou, par exemple, autre illustrateur, là c'est lui qui m'a appelé. Non, pardon. Là c'est moi qui ai fait le texte et c'est à lui qu'on a demandé. À la suite de celui-là, il m'a demandé un autre texte. Pareil, j'ai pensé à un texte que j'avais depuis au moins 10 ans et vous allez comprendre pourquoi il a toujours été refusé. C'est celui-ci. Voilà. Et oui, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur. Ça s'appelle donc Une guerre pour moi. Comme vous voyez sur la couverture, moi, une couverture qui me glace, vraiment. Quand je montre cette couverture-là dans les classes, à partir du CP jusqu'après, ça ne loupe pas, il y a des garçons qui rigolent.
Et, euh, et même en CP, des garçons qui rigolent en disant ouais, oh monsieur, regardez, il a une calache. La première fois où j'ai entendu un enfant de CP me dire il a une calache, mais je crois que j'avais tout le sang qui. Sauf que une phrase comme ça d'un enfant, ben, ça me permet de leur lire en fait, tout simplement. Je dis ah bon, mais ça vous fait rire vraiment. Cette couverture-là, elle vous fait rire. Eh ben on va voir, et je le lis. Je parlais des couvertures et de l'illustrateur. Entre ces deux couvertures-là, celle-ci, personne ne l'ouvre jamais. Celle-ci, tout le monde se jette dessus. Et je vous jure, je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que celle-ci est vachement plus séduisante dans l'absolu. Elle est plus douce, elle est plus. Alors, elle est peut-être plus consensuelle. Celle-ci interpelle tellement plus qu'on a peut-être envie d'y aller, justement. Mais c'est assez fascinant. Alors, pour, euh, pour revenir à l'illustration, là, clairement, ce texte-là, c'est l'histoire d'un petit garçon dont le grand frère s'appelle Amal. Le petit dit au début, Amal, c'est mon frère de tous les jours. Il est né un soir de rage, sans éclair, sans tonnerre, juste son cri en mitraillette. Et en fait, le petit va expliquer que son frère a décidé de faire un groupe pour la guerre. Lui, il a envie d'en être, parce qu'il est tellement admiratif de son grand frère, tellement il a envie de lui ressembler qu'il veut en faire partie. Sauf que quand son frère lui met une arme dans la main, l'arme est beaucoup trop lourde pour lui. Et le petit, il est catastrophé. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a pas de guerre pour moi? Et son grand frère a une bonne idée. Il va lui faire porter les munitions. Parce que les munitions, c'est moins lourd et ça peut servir à quelque chose quand même. Et c'est très important pour les soldats. Et ils vont commencer les entraînements. Sauf que, alors je vais vous montrer comment Barou a illustré la guerre. Voilà comment il a dessiné la guerre, Barou. Voilà, comme des grands monstres de feu. Alors pour certains enfants, des grenouilles, hein, bien sûr, pour les plus petits, mais ce sont voilà, des grands monstres de feu. Sauf que son grand frère, il va avoir une autre idée. Comme ce petit frère, il est vraiment le plus petit du groupe, il va lui demander d'être l'espion. Alors il va lui dire, hein, il va lui dire qu'être espion, c'est dangereux, il va falloir se faufiler entre les trous, passer au-dessus des mines, et puis surtout ne pas être un prisonnier, bien sûr. Ouais, mais sauf que le petit, il se dit, bah, si je fais ça pour mon frère, il va être fier de moi. Et le petit d'office, il se dit que peut-être avant d'aller à la guerre, il va compter jusqu'à 6. Comme ça, au moins, ce sera plus prudent. Et voilà comment ça se termine l'album. Je vous lis les dernières pages et vous allez voir pourquoi moi, les enfants m'ont toujours épaté. Alors, je regarde notre terrain vague, je compte jusqu'à 6. Bon, encore un peu quand même, plus loin que 6. Et peut-être que la guerre pourrait s'arrêter tout de suite si elle veut. Parce qu'en vrai, je deviens quoi si je perds? Ça, c'est la fin de l'album. Donc l'album se termine, l'album qui est déjà une grande question se termine en plus par une question. Autant dire que c'est absolument pas confortable, en fait, pour beaucoup d'enfants, quand une histoire se termine pas. Moi, les miennes se terminent quasiment jamais, en fait. Ce qui énervait même mes propres filles quand elles les lisaient. Elles disaient, mais pourquoi les auteurs, vous finissez jamais vos histoires? Sauf que vous voyez, cette image-là, le nombre de questions qu'elle peut poser, quoi. Et donc, la première fois où j'ai lu ce livre-là, c'est à des CP, donc 6 ans. Et ben, ils avaient rigolé sur la couverture. C'était mon tout nouveau livre aux éditions des 400 coups, un éditeur de Montréal, mais qu'on peut trouver en France, hein, sans problème. Et je leur avais lu. Et là, à la fin, grand silence. Jusqu'au moment où il y a un petit, avec sa voix trop belle, qui fait Moi, j'ai compris la fin de ton histoire. Je dis, ah bon, bah vas-y alors, parce que c'était devant toute la classe, donc c'est génial quand ils disent ça, on sait qu'on va pouvoir discuter. Eh ben, je pense que le petit garçon, c'est un peu comme s'il était devenu le déjeuner de la guerre, quoi. Le déjeuner de la guerre. Quand le petit garçon a dit ça, alors déjà, j'ai trouvé que c'était fabuleux, parce que le texte, je l'ai voulu plutôt de facture poétique. Je pense qu'avec la poésie et avec l'humour, on peut tout dire.
Donc, autant des fois, je ne sais pas si j'écris pour les petits ou les grands, mais je sais quand je veux pas faire passer quelque chose par de la poésie ou par de l'humour. Et là, le petit qui me dit, il est devenu le déjeuner de la guerre. Je lui ai dit à cet enfant, alors un, je l'ai remercié. Je l'ai remercié parce que moi, je n'avais pas la fin de l'histoire et que lui, par sa phrase poétique, bah, je crois qu'il avait répondu à de la poésie par de la poésie. Et que grâce à sa phrase à lui, de 6 ans, ce livre-là, que tous les éditeurs m'avaient refusé pendant 10 ans, ben, j'allais pouvoir la lire partout, en fait. Et je le lis partout, ce texte-là. Vraiment partout, partout. Des petites poches chez Thierry Magnier, que là, beaucoup pratiquent, à mon avis, hein, parce que c'est tellement idéal. Hein, on a une histoire entière en même pas 10 minutes, quoi. Donc là, plus pour les fins de primaire, plutôt, voilà. Alors là, clairement, par exemple, dans ce livre-là, je n'ai pas eu le choix du titre. Donc tout ça, c'est un travail avec l'éditeur qui est parfois un peu compliqué, j'avoue. Voilà, parce que nous, clairement, ben, vous aussi, vous le voyez bien, sur le terrain, avec les enfants, en direct, moi je suis tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines dans les classes, toutes les semaines. Et honnêtement, ce titre-là, ben, je vois très bien, vous voyez comment il est écrit, on voit très bien qu'il est compliqué à lire pour des petits. Ma grand-mère en contenait. Un enfant qui ne connaîtrait pas le mot container, il va lire contenait. Il y a dans ce livre-là aussi un petit jeu de mots, c'est-à-dire que le petit frère réveille tous les matins son grand frère, le grand frère donc en a marre, et lui il dit j'aime pas qu'on me dérêve. Et ben le j'aime pas qu'on me dérêve, vous ne pouvez même pas imaginer comment je me suis battu pour qu'il reste. Parce que l'éditeur me dit, voilà, mais non, mais ça se dit pas, on ne dit pas me dérêve. Ça, voilà, je dis oui, mais tu peux rêver, puis tu dérêves. Enfin bon, voilà. Bon, vous voyez bien que c'est une phrase d'enfant, ça peut coller pour un enfant et il comprend très bien l'image de l'enfant. Au même titre que un éditeur m'avait dit une fois, c'était pour un livre qui n'existe plus, mais un petit garçon qui parlait de son papa et il disait que son papa, il avait peur tout le temps pour lui. Moi, j'étais un peu un papa comme ça, si vous voulez. Je crois que dès que mes filles montaient sur un petit muret, je faisais bon, là, attends. Et je dis ça, je dis papa, il a des bras pour moi. Si jamais je tousse à l'arrière dans la voiture, il se retourne en ressort. Je sais pas pour vous, mais cette image de il se retourne en ressort, je pense qu'on l'a dans la tête. Elle n'est pas compliquée à avoir, l'image de la rapidité, de machin. Mot de mon éditeur, qui a barré sur le manuscrit original en ressort en me disant non Thomas, un ressort ça ne se retourne pas. Oui, bon bah d'accord, c'est pas grave en fait, c'est l'idée que c'est voilà quoi. Donc voilà, je veux dire que le travail de l'éditeur il est sur beaucoup de petites choses. À bien des égards, après les éditeurs ils nous apportent plein de choses. Hein. Moi j'ai pas le regard pour tout, c'est obligé. Hein. C'est voilà, quand c'est trop long, quand c'est trop court, quand c'est ceci, cela, voilà. Après ça c'est un pré-travail que je fais avec deux autres auteurs, donc Cathy Itac, qui est une auteure que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, avec qui on a déjà fait plusieurs livres ensemble, puisque on a donc fait celui-ci, qui s'appelle Libre d'être, alors que clairement pour les adolescents et les adultes. Hein. Deux textes à l'intérieur, aux éditions du Pourquoi pas. Deux textes pour l'égalité homme-femme. Voilà, pour prôner l'égalité homme-femme. Cathy a écrit un texte qui se passe en 1909, à un moment où une femme, la femme qui parle, n'a qu'une envie, c'est sortir en pantalon, faire du vélo, alors que tout ça encore est plus ou moins interdit, ou même parfaitement interdit. Et moi, mon texte est une lettre ouverte à mes deux filles, pour voilà, toujours sur ce domaine de l'égalité. Cathy Itac, on a fait aussi d'autres livres ensemble, à savoir cette petite collection au Rouergue, la collection Boomerang. Ça, vous pouvez lire, mais vous la connaissez sans doute, vous pouvez lire dans les classes, puisqu'il y a une histoire d'un côté et une histoire de l'autre. Donc ça peut se faire même en deux temps, en fait. Une histoire d'un côté, une histoire de l'autre. Et alors avec Cathy Itac, on s'est drôlement amusé, c'est-à-dire qu'elle a écrit une histoire d'un côté, moi de l'autre. Et quand évidemment, le principe de la collection, c'est que quand on a lu les deux, les histoires se répondent. Voilà. Donc avec Cathy, on écrit ensemble, mais en plus, on se fait lire, on se lit mutuellement ce qu'on écrit. Et du coup, on se fait sans concession des avis, on donne nos avis. Quoi. Avec Gilles Abier, qui est notre troisième, voilà, avec qui on a écrit tous les trois, du coup, ce livre-là. Alors là, pour le coup, qui est vraiment, vraiment pour les adolescents, à partir de la troisième, et plus encore pour le lycée.
toujours aux éditions du Pourquoi pas, Va te changer. Gilles Abier, je vous conseille d'aller lire ce qu'il écrit. Alors, c'est aussi assez costaud, hein. Et avec Gilles et Cathy, on a écrit ce livre-là qui s'appelle Va te changer, qui est un texte en fait qu'on a écrit pour être dit à voix haute. C'est vraiment pour faire des lectures, voilà. D'un garçon qui revient d'un week-end à Londres. Donc vous allez voir pourquoi c'est vraiment pour les ados, hein. D'un week-end à Londres et comme cadeau, il s'est ramené une jupe. Ce qui fait dire à sa sœur, quand elle le voit comme ça, que bon sang, Robin, quand on revient de Londres, on se ramène du thé, hein, souvent. Et en fait, lui, il va décider de la mettre, cette jupe. Il n'est absolument pas militant pour dessous, il trouve ça juste beau. Voilà, il trouve, voilà. Et il le met le lendemain au lycée. Et en fait, ce très court récit se passe en gros pendant toute la matinée au lycée et tout ce que ça entraîne en fait. Donc voilà, tout le travail avec les éditeurs, je crois qu'on est beaucoup à le faire en amont avec d'autres amis auteurs et illustrateurs. Moi, je ne veux pas donner de recettes. Je veux qu'il y ait des messages, je veux qu'il y ait des sujets abordés, je veux que chacun puisse que le livre ne soit pas sur des rails, voilà, existantes. Ça a été la même chose pour ce livre-là que vous avez peut-être vu passer, que j'ai eu pareil du mal à proposer, donc Jérôme Parker, illustré par Olivier Talek, et c'est chez Actes Sud. Alors clairement, si vous le cherchez aujourd'hui, ce livre-là n'existe plus sous ce format album et cartonné, il existe en petit format souple maintenant. Voilà. Jérôme Parker, vous allez comprendre très vite pourquoi aussi il a été refusé. Et toutes les questions qu'il peut poser, puisque je vais vous lire juste la première page, vous allez voir. J'aime beaucoup mettre dans les livres, je ne sais pas si vous les lisez, vous, mais j'aime beaucoup mettre des citations, souvent de chanteurs, souvent d'autres auteurs, bien sûr. Et là, j'ai mis, bien sûr, une citation de Prévert. Et les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et je trouvais que c'était la phrase la plus magique pour commencer cet album, puisque voilà comment ça commence. En vrai, il me tient toujours la main, très accroché. Les jours de sortie au musée des tableaux, c'est moi qui le choisis pour être bien en rang. C'est pour ça que je l'aime, Jérôme. Ça ne me dérange pas, hein. Raphaël aime Jérôme, je le dis, très facile. Pendant tout l'album, ce petit garçon va parler de ce Jérôme. Il va en parler à sa maman, il va en parler à son papa. La maman trouve d'ailleurs que ce Jérôme, il est vraiment très poli, hein, tellement, tellement charmant. Et il va en parler tellement, tellement, c'est-à-dire Jérôme par-ci, Jérôme par-là. Et il sait très bien pourquoi il l'aime, ce Jérôme, parce que il le voit toujours, même quand il est avec ses copains. Il lui donne souvent ses goûters en trop. Il le défend si on lui fait des moqueries. Et il lui raconte des mensonges qui ressemblent à de vraies histoires. Alors le petit il décide que toutes ces journées sont pour Jérôme. Voilà. Il l'explique très bien. Il dit dès le matin, on s'étourdit de très bonne humeur. Le midi, on se cascade de rigolade. Et le soir, je fais des provisions de lui pour la nuit. C'est important. Sauf qu'il y a le matin suivant, le petit il va se réveiller en disant ah, j'ai fait un rêve qui sentait vraiment bon Jérôme, hein. Bon, là, son papa, il n'a pas entendu, il était occupé à faire ses lacets. Sa maman, elle était plongée dans son cartable, mais elle a quand même soupiré, bon, mange tes cornflakes, plutôt. Sauf que le petit, il n'en reste pas là, il rajoute mais le rêve de Jérôme, on pourrait peut-être le manger en tartine. Et alors là, les parents, ils en ont marre. Le petit a tellement parlé de ce Jérôme, que le père tape du poing sur la table en disant mais maintenant, ça suffit. Et là, le petit dit que la voix de papa a fait comme une arête de poisson dans son chocolat. Que les grands, le matin, ils ont vraiment des restes de nuit dans la tête, hein. Parce que si je peux plus parler de Jérôme, et tout le reste de l'album, le petit va reparler de Jérôme. Jérôme, il va même chercher à lui faire un cadeau qui dure longtemps, un cadeau comme un château fort. Jusqu'à la fin où le petit il dit j'ai oublié papa, j'ai oublié maman, j'ai pensé à Jérôme par cœur, et bien sûr que oui. Raphaël aime Jérôme, je le dis, très facile. Il revient à sa boucle de départ. Là, moi, au niveau de l'illustration, pour revenir à l'illustration,
ça faisait des années que je voulais travailler avec Olivier Talek. Parce que si vous connaissez les albums d'Olivier Talek, il a fait aussi toute une série qui s'appelle Rita et Machin, qui est vraiment très très drôle. Il a fait aussi les très beaux Grand Loup et Petit Loup. Il a fait vraiment beaucoup de belles choses. Et je trouve que là, ce qu'il a fait lui, c'était toute la. Alors, à l'inverse d'une guerre pour moi, hein, évidemment, toute la douceur qu'il fallait pour ce texte-là, en fait. Et ce texte-là, je vous disais que je voulais pas de morale, je voulais pas qu'il soit sur des rails. Clairement, ce texte-là, personne le lit de la même manière. Alors, selon les âges, hein, bien sûr. Il y a même une école à Auch. Le directeur de l'école m'a dit que ce livre-là avait posé beaucoup de questions. Le fait que ce petit garçon aime cet autre petit garçon et que du début jusqu'à la fin, ils le disent, ils sont en maternelle, hein, on est d'accord, hein, ils ont maximum 6 ans. Hein. Et quand on demande à un enfant de 6 ans qui est-ce que t'aimes, la plupart du temps, un garçon dira un garçon et une fille dira une fille, et ça reste encore un peu comme ça. Et ce directeur d'école, il a eu l'idée de faire lire l'album de la maternelle jusqu'au CM2 pour voir en fait comment à chaque âge les enfants allaient prendre le livre. Et ça n'a pas loupé, évidemment. C'est-à-dire, les petits l'ont pris comme une histoire d'amitié, mais tellement forte que, bah oui, on l'aime, on aime, quoi. Et puis les plus grands se sont posés d'autres questions, voilà. Dont la première, mais pourquoi ils se tiennent la main sur la couverture? Certains garçons, c'était un quartier rep. Certains garçons, c'est ça, par exemple, qui les a déjà tout de suite choqués. Ouais. Bon, ce texte-là, j'ai eu aussi du mal à le proposer à un éditeur. Et pourtant, eh ben, je sais exactement ce que j'ai écrit. Pas autre chose, entre guillemets, que... Oui, alors oui, une histoire d'amour. On a beaucoup de chance de chance en français. C'est que... Est-ce qu'on a un autre verbe que le verbe aimer pour séparer l'amour, l'amitié? On n'en a pas vraiment d'autres, hein, je crois pas. Hein. Et donc, moi, le verbe aimer, là, il était tellement neutre et tellement plein qu'il permet, vous voyez, toutes les histoires possibles. Jérôme Parker, il vient d'être traduit aux États-Unis. Et là, j'ai eu vraiment peur, en fait. Parce que là, eux, ils ont la possibilité de like ou love. Et j'avais peur que like, ça rabaissait, en fait. Et ils ont choisi love. Vraiment. Écrire, revenons à Anne Sylvestre, écrire pour ne pas mourir. Si vous connaissez cette chanson d'Anne Sylvestre, je crois qu'elle retrace exactement ce qu'on peut y mettre, écrire pour ne pas mourir. Mais par contre, je ne veux pas que l'écriture me sorte de la vie. C'est tout à fait pour ça que je vous disais tout à l'heure, si je peux si on me propose de passer le week-end en famille, si on me propose, je ne m'arrêterai pas, je ne dirai pas non parce que je suis en train d'écrire. Voilà. D'autres auteurs le font. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils arrivent à écrire des gros livres, etc. Je pense que peut-être quand on écrit un gros livre, il faut qu'on soit dedans. Donc mon rythme d'écriture naturel, il est très très diffus. Sauf que je me suis aperçu que j'écrivais beaucoup de choses à la fois. C'est ça mon truc, entre guillemets. C'est pas de me poser pour écrire, c'est d'écrire plusieurs choses à la fois. Ce qui fait que, par exemple, quand je bloque sur une histoire, plutôt que de m'énerver, personne ne l'attend, cette histoire. Personne ne l'attend dans la majorité des cas. Je l'écris d'abord pour moi, entre guillemets. Si je bloque sur une histoire, je la laisse de côté et je vais sur une autre. Soit j'en commence une autre, soit j'en continue une autre. Et pareil, si j'arrête là, je continue, clac, clac, clac. Ce qui fait que petit à petit, les histoires, elles s'écrivent sans parfois même que je me rende compte. Et elles se terminent surtout. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de temps d'écriture. Par contre, ce confinement, j'avoue que je suis très très heureux d'avoir donné autant de place à l'écriture. Voilà, vraiment, j'étais très très content. Parce que en fait, vous vous doutez bien, on se doute bien là, que le monde de l'édition, il n'y a pas de raison, comme, comme toutes les autres corporations, souffrent énormément. Autant dire que tous les livres qui devaient sortir au mois de mars, avril, juin sont tous soit décalés, enfin sont tous décalés, ce qui fait que tout ça se décale, tout ça se... Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, un livre écrit aujourd'hui, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il va être publié. Donc, l'écriture pendant ce confinement, pour moi, ça a été
de me faire plaisir en fait. Donc, non pas de retrouver le plaisir de l'écriture, parce que ça je l'ai, mais de n'écrire que ce que j'avais envie de dire. Bon, c'est ce que je fais en vrai tout le temps, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement. Voilà. Je ne suis allé que vers des choses que j'aimais. Voilà. Des choses qui étaient en cours, des choses que, voilà, notamment des nouvelles pour adolescents. Donc voilà, j'ai pas un rythme d'écriture. Voilà, je me réveille pas à 5 heures du matin pour écrire pendant 1 heure. Donc, il y a plein d'auteurs qui le font. Je ne sais pas si vous avez rencontré un auteur qui s'appelle Éric Sanvoisin. Éric Sanvoisin, il habite en Bretagne. Il est bibliothécaire. Enfin, oui, bibliothécaire. Et ils ont eu avec sa femme 9 enfants. Alors au début, on le voyait beaucoup dans les salons du livre, puis après on l'a plus vu du tout. Et en fait, lui expliquait par A plus B que ça, il revient parce que tous leurs enfants sont grands maintenant, ils sont même grands-parents maintenant. Et en fait, lui, il expliquait, voilà, il se réveillait tous les matins à 4 heures du matin pour écrire jusqu'à 6 heures avant que le premier enfant se réveille, quoi. Alors, croyez-moi que moi, ça, j'aurais jamais pu faire, jamais, jamais, jamais. Bon, c'est ce qui fait que j'ai aussi beaucoup de distance avec l'écriture et, euh, et encore une fois, hein, c'est vous lectrices, vous lecteurs, c'est les enfants qui nous font comprendre que ce qu'on fait euh, fabrique des souvenirs, marque, interroge, choque, pourquoi pas, font rire. Voilà, encore une fois, moi, s'il n'y avait pas de lecteurs, on n'existerait pas. C'est ce que je reproche un peu à nos éditeurs, de l'oublier trop souvent, en fait. Que eux nous font comprendre que si eux n'étaient pas là, nous, auteurs, on n'existerait pas. Ce qui n'est plus du tout vrai, hein, puisque là, il n'y a pas d'éditeur sur le coup, il n'y a plus personne, on l'a imprimé nous-mêmes. Mais moi, je crois surtout que s'il n'y avait pas les lectrices et les lecteurs, on le sait bien, hein, il n'y aurait pas de libraire, il n'y aurait pas de bibliothécaire, il n'y aurait pas de... C'est quand même ça qui fait le plus grand maillon.